Rentrou la ferme est un livre qui, à mon sens, je ne sais pas si l'auteur a fait justement exprès de ne pas mentionner si c'est un récit, si c'est un roman, si c'est un témoignage, si c'est de l'autobiographie, etc. Parce que comme il est d'usage, parce que certains éditeurs font aussi laissent le lecteur découvrir la chose, donc peut-être c'est fait exprès. Mais c'est quelque chose, c'est un livre qui nous interroge dans sa forme et dans son intention. Il s'inscrit dans une lignée de livres que j'appellerais caméra embarquée, hein, caméra sur l'épaule. Nous avons lu celui d'Idriss sur ses années de la secte. En fait, les auteurs de l'histoire comorienne, de manière générale, écrivent leur histoire. Ils ne laissent pas d'autres gens prendre le recul de l'analyser. Là, c'est un homme ordinaire, donc pas un auteur, pas un acteur historique, c'est un homme ordinaire, comme vous, comme moi, qui lui aussi s'inscrit dans cela. Je ne sais pas si c'était pensé au départ, mais s'inscrit dans cela. Ça donne une vie ordinaire d'un Comorien ordinaire et son parcours qui, franchement, est duplicable à plusieurs... nous sommes nombreux à avoir fait ce parcours, c'est-à-dire celui qui consiste à un transvasement de Nil à une Europe ou à un continent du sud vers le nord, d'un contexte de sous-développement à celui qui consiste à rechercher du confort. Voilà. Donc c'est un livre d'un Comorien ordinaire. Et comme je le disais à Mladjao, souvent, puisqu'on peut quand même de temps en temps se tacler un peu, souvent, la forme de ces interventions dessert le fond de ces interventions. Souvent, en fait, quand on prend ce livre, on s'attend à un délire égocentrique, vu que... non, mais il a dit qu'on était frères. Oh, mais... On ne fait pas la comorienne, oui. Je ne suis pas là pour... Hein. D'accord. C'est pour ça que je t'ai dit. Quand on prend ce livre comme ça, on s'attend donc à un délire égocentrique. Il est en exergue, le titre est choc, etc. Et quand on prend et quand on ouvre le livre, on se rend compte que non, au contraire, c'est une plume plutôt douce, c'est une façon de raconter qui emmène le lecteur, qui contextualise chaque fois le propos, et comme je lui faisais la remarque, qui contextualise parfois un peu trop, qui nous prend un peu trop par la main. Mais voilà, c'est donc, pour résumer, un style vraiment plus doux que ce qu'on pouvait attendre de lui, surtout quand on le connaît à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est une traversée de nous-mêmes, parce que c'est lui, mais ça aurait pu être moi, ou Farouk, hein, d'un Comorien, d'une condition normale, qui part des Comores et qui vient ici avec les mêmes questions. Et à travers le livre, les questions auxquelles Mladjao, en ligne, puisque c'est pas un roman, hein, c'est lui-même, les questions auxquelles il est confronté, ce sont des questions qui nous font débattre jour après jour, semaine après semaine dans les réseaux sociaux, à savoir le sous-développement chronique ou ce que j'appelle le sous-développement durable de notre pays, la condition d'immigrer ici, les conditions d'une intégration, réussie ou pas, les critères de cette réussite ou pas, les mariages, le fait de choisir celui qu'on veut ou pas, bref, quelles sont les marges de manœuvre qui sont données à un Comorien ordinaire d'être lui-même, d'être un individu, de ne pas avoir la société qui l'enserre et qui est comme une sorte de boulet qu'il doit traîner toute sa vie. Voilà, la possibilité de se réaliser en tant qu'individu par rapport à un collectif. C'est ce qui traverse tout ce livre. Et je vais finir par les 2 points suivants, après je vais laisser la parole. Ce livre il n'y a pas une prétention stylistique, comme disait Monsef, puisque je l'ai quand même eu au téléphone tout à l'heure. Il n'y a pas une prétention stylistique, mais c'est un livre qui est
franchement, qui est amené avec, ce que j'appelle le style des monographies d'avant. Les monographies des pères, les monographies des colons, souvent, ils avaient ce rythme-là, très lent, avec des mots assez choisis, qui enferment même l'imaginaire, qui sont très dans la description, et c'est ce que tu fais. Et je pense que je me suis perdu dans mon propos. Et voilà, et c'est quand même une qualité parce que le livre se tient de A à Z. C'est un livre témoignage, c'est un livre qui peut servir à ceux qui viennent après nous, pas nous qui sommes ici. Je finirai par là. C'est un livre témoignage qui peut servir à ceux qui viennent après nous, dans ce contexte de France, dans ce contexte d'émigration, dans ce contexte où il y a ce qu'on appelle, les sociologues appellent le tipping point, le point de bascule, où les gens qui sont ici ne se sentent plus appartenir à là-bas. Nous sommes encore dans le grand écart, mais il y a toute une génération qui vient, qui, ces histoires, ils les ont entendues par bribes, comme ça, dans un comorien qu'ils ne comprennent pas toujours trop bien. Là, on leur donne la possibilité de lire, donc de se retrancher dans une intimité, de lire quelque chose qui ressemble à ce qu'ils croient comprendre de temps en temps quand les parents parlent au salon, les mariages forcés, les ceci, le handal, cela. Et c'est là que c'est important. J'espère qu'il connaîtra le succès qui doit lui revenir, et je passe la parole à Amna Diaw. Merci. Alors, salam alaikum. Merci pour cette introduction. Je présenterai les excuses de mon chef moi aussi parce que j'ai vu ce matin, il n'arrivait pas à se déplacer alors qu'il tenait à venir, mais voilà, c'est moi-même qui lui ai dit de ne pas venir, c'était pas possible. Alors c'est très difficile, comme tu l'as dit, de décrire le livre parce que ce n'est pas un sujet particulier qui ferait que bon, c'est un livre qui parle de tel sujet ou tel sujet. Mais à travers mon parcours, j'ai essayé comme je dis, je m'interroge comme vous tous, parce que vous êtes attachés à ce pays qui nous a vu naître, sur le pourquoi nous restons toujours dans cette situation, pourquoi on n'avance pas. Donc je pense qu'il y a des causes extérieures, qui viennent peut-être de l'ancien colon, mais il y a aussi des causes intérieures de nous-mêmes. Donc je pense que certains vont écrire sur les causes extérieures. Moi, j'ai choisi de m'interroger sur ce qui relève de nous-mêmes. Donc, j'ai inscrit le livre dans cet objectif. Donc, je ne sais pas s'il est atteint, mais c'est ça l'objectif. Donc, pourquoi je me suis décidé à écrire? Parce que ça peut être une question, donc je la devance. Donc, je me suis décidé à écrire, pourquoi? Parce que ça fait un moment que j'essaie de dire ce que je pense sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils, hein. C'est juste les réseaux sociaux. Hein. C'est Facebook, c'est le seul endroit où on peut s'exprimer. Ou finir par prendre la plume et dire ce qu'on pense. Donc je me suis dit, l'élite pour moi, sans prétendre faire partie, mais l'élite chez nous, c'est celui qui a dit, bon j'aime la plomberie, à un moment donné, je me mets à faire de la plomberie. Aujourd'hui nous sommes dans une salle, et je profite pour remercier Galil, qui nous accorde cette salle gracieusement, on ne paye pas. Donc je te remercie, cher frère. Mais il a voulu faire du business. Voilà, concrètement, on a une salle. On est là, on discute. Vous aimez la chanson, il faut vous mettre à faire la chanson. Donc moi je me suis dit à un moment donné, je commençais, c'est quelque chose qui me passionne, de dire ce que je pense, de prendre place au débat. Donc statut, à un moment donné, il faut dépasser les statuts. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'écrive. Donc voilà, donc je me suis décidé à écrire. Donc ensuite, c'est intégré à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire m'interroger sur les causes qui font que pour nous, ça ne fonctionne pas. Donc pour aller directement au sujet, donc je vais faire une traversée du livre, en faisant un petit résumé des chapitres et les sujets qui ressortent par chapitre. Donc par exemple, mon enfance, où j'en profite de parler de l'expérience politique de mon père, le villagisme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a essayé de faire un peu de la politique, qui a été confronté
ce que j'appelle le villagisme, c'est-à-dire le prisme par lequel l'individu vit au quotidien. Tout est relié, ses choix sont reliés à son appartenance villageoise. Donc à travers l'expérience de mon père, la petite expérience politique qui a vu que dans son élection, dans sa tentative d'élection aux législatives, tout le village s'est vu scindé en deux, par clan, jusqu'à ce que l'hôpital soit scindé. Hein, il y avait la partie de son opposant et sa partie. Et qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, la conséquence de ce villagisme, c'est qu'on a un problème de cohésion sociale qui va entraîner des mariages forcés parce qu'il faut quelqu'un du village et qui fait aussi qu'on élit des gens, pas parce qu'ils sont compétents, mais parce qu'ils sont du village. On est parti, les mêmes qui disent que ça ne fonctionne pas, ils sont partis le voir pour demander des choses du ministère et quand il a refusé, ils lui disent non, mais normalement tu devrais servir d'abord le village avant de voir les autres. Alors que c'est eux-mêmes qui se plaignent de ce qui ne va pas. Donc ce chapitre-là m'a aidé à ressortir ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet du villagisme, qui selon moi participe au fait qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'identification à la nation, mais chacun s'identifie d'abord à son village, alors que ça devrait, moi, à partir du moment, si c'est juste, ce que je disais, si c'est juste à la Mandela, Mandela est mort, il a dit j'ai envie d'être enterré dans mon village. Mais c'est plutôt ce que j'appelle, ce que j'ai dit, l'identification villageoise, c'est plutôt, c'est pas politique, mais c'est quoi le mot que j'ai utilisé? C'est plutôt... Oui, dans le livre. Bah, débrouille-toi. C'est... Non, mais tu me l'as sorti ce matin. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un villagisme anachronique, parce que, comme je dis, jusqu'aux années 80, les Midjiens, y avaient le pouvoir, avaient le pouvoir peut-être politique et économique, mais aujourd'hui, le pouvoir n'est plus comme avant. Les grandes familles n'ont plus le pouvoir comme avant. Ce n'est pas les grandes villes qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent viennent des villages de partout. Donc je trouve que c'est un villagisme, pour moi, qui est anachronique. L'intérêt politique, ça serait de se poser la question, qui sont les responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que le pouvoir, pour moi, est ailleurs. Il n'est pas chez les Midjiens, c'est comme c'était à l'époque. Voilà. Donc, et puis... la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des mouvements comme Ngoshao, qui essaie de conscientiser la jeunesse, disent vouloir conscientiser la jeunesse du pays, mais je pense que cette jeunesse a un peu du mal à s'identifier à Ngoshao malgré la volonté et les bonnes intentions de Ngoshao, parce que selon moi, Ngoshao incarne un peu ce que j'appelle le moronianisme par le concept. C'est-à-dire on peut venir d'un village et être moronien par le concept. Une façon de se comporter, un niveau social qui fait que la direction médiatique de Ngoshao, les jeunes villageois peut-être auront du mal à s'identifier à cette association, malgré les bonnes intentions et les bonnes actions qu'elle peut véhiculer. Aussi, je donne l'exemple, et qui est plus récent, l'exemple de mouvements Adirikini, des femmes moroniens, qui font qu'à Badjanani, c'est une cause qui concerne tout le monde. Mais ma mère à Caltex n'ira pas à Badjanani. Pourquoi? C'est pas que le problème de l'eau ne la concerne pas, c'est qu'elle aura du mal à aller à Badjanani, la place chouchienne par excellence, et se retrouver confronté aux moroniens par concept, c'est-à-dire façon de voir les petits qui viennent de... Voilà, donc il y a ces complexes qui sont là, qui font qu'on a encore du mal. C'est les gens qui sont ouverts, c'est-à-dire qui sont au jus de ce que j'appelle leurs droits, qui revendiquent leurs droits parce qu'ils sont ouverts à l'extérieur, ils sont conscients de leurs droits, ont du mal à amener avec eux ceux qui viennent des villages, en tout cas les villageois par concept,
Parce qu'il y a ce complexe de supériorité, d'infériorité qui est toujours là, qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour lancer un mouvement citoyen. Voilà. Et puis, est arrivé alors, le départ. Alors, qu'est-ce qui ressort du départ pour la France? Voilà, le départ de la France m'a permis de montrer cette soif d'Europe, d'une jeunesse africaine. Là, c'est plus général. Et je pense que l'origine de cette soif est surtout dans les images. On apprend en français tous les jours. Ce qu'on nous montre à la télé, on ne voit pas les clochards français, ni les gens qui galèrent en France. Mais on nous montre toujours les gratte-ciel quand on est là-bas. Alors que quand on voit des images de l'Afrique, c'est toujours la petite case. Ça aide à constituer cette Europe Eldorado que nous tous, aux Comores, avions dans la tête à vouloir venir ici. On ne nous dit pas réellement ce qui se passe ici quand on arrive ici. Et le livre, dans mon témoignage de mes galères, quand j'étais à l'université, je pense qu'on peut le voir, je ne peux pas le décrire ici, mais j'ai quand même galéré. Hein. Donc on peut le constater en lisant le livre. Ça a aussi comme but de montrer, c'est pas de dire ne venez pas, mais sachez ce qui peut vous arriver si vous venez ici. Donc ce chapitre-là m'a aidé à expliquer cette soif d'Europe, et puis cette bunkérisation de l'Europe qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un trésor qui est caché là-bas, et on a envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas, pourquoi ils ne veulent pas nous donner le visa, donc il y a sûrement quelque chose là-bas. Et donc, vous avez l'impression qu'il y a un rempart, vous êtes là, vous voulez monter, aller voir le trésor qui est caché là-bas. Et voilà, j'essaie d'expliquer tout ça, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis, j'arrive par la suite à l'université, où je suis confronté à de nombreuses galères. Et je donne l'exemple quand je travaille comme agent de sécurité pendant mes études. D'ailleurs, j'étais très maigre. Et quand je suis arrivé, il y a les agents qui, quand je suis arrivé, ils ont dit mais ils embauchent des ados maintenant comme agent de sécurité. Donc, j'étais avec des gens qui avaient des doctorats, des Africains qui avaient des doctorats de sciences de langage, de sciences de l'éducation. Donc j'essaie par là de dire, bon, c'est bien d'avoir des doctorats d'anthropologie, mais c'est pas barouane, de sciences de langage et de l'éducation. Il faut bien, mais il faudrait peut-être expliquer une politique d'orientation qui est adaptée au marché du travail, en tout cas pour ceux qui viennent ici, pour qu'ils comprennent que sciences du langage, il aura du mal à rentrer dans le marché du travail. Donc à moins de rentrer, peut-être aller enseigner, peut-être enseigner ici pour certains, mais sciences du langage et de l'éducation, c'est très important, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, connaître un peu le marché du travail ici. Et puis, j'ai souligné le fait que la formation professionnelle est quand même le parent pauvre du système éducatif africain, alors que dans notre situation, je pense qu'on a beaucoup besoin de formation technique, surtout. Pas qu'il faut arrêter avec les sciences humaines et les sciences générales, mais il faut aussi lancer, en tout cas, s'impliquer dans la formation des sciences techniques. Voilà. Et ensuite, aussi sur l'université, aussi. Non, pas sur ça. Ok, 15 heures, ok, d'accord. Et ensuite, j'arrive au chapitre Gada. Hein? Le chapitre Gada, c'est mon ex-femme, qui est une malienne, où j'explique comment cet envahissement dans la vie privée, on n'a pas de vie privée, quelqu'un peut venir comme ça, te faire une réflexion. Comment se fait-il que tu as épousé une Gada? La personne ne te connaît. Il n'y a pas de vie privée dans notre société. On vient, on te dit, ouais, j'ai appris que tu t'es marié, mais comment se fait-il tu es parti te marier avec un mauvais sang, carrément.
Voilà. Et là, de là, j'explique, c'est quelque chose que Barouane aime bien souligner. Je suis revenu avec l'expérience de Zanzibar. Un peu le colonisé qui aime bien ressembler au colonisateur. Chez nous, le colonisateur, en tout cas celui qui est arrivé avant le français, c'est l'arabe. Hein. Donc on veut ressembler à l'arabe jusqu'à dire qu'on est arabe. Alors qu'on est nègre ne serait-ce que ici, là, moi je suis pas arabe, quoi, je suis noir. C'est vrai que nous avons une culture qui est influencée, il y a une culture influencée par la culture arabe. Hein, il y a des mots arabes, on a une culture vestimentaire qui vient peut-être de Zanzibar. Il y a des mots arabes, mais on est quand même nègre par la couleur, par notre façon de nous comporter, la langue, il y a peut-être 5% qui parlent arabe, donc je ne sais pas comment on peut s'identifier comme arabe, hein, mais les Maghrébins, ils n'apprennent pas l'arabe, mais au moins quand ils entendent l'arabe, ils comprennent. Nous, tu parles à un Comorien en arabe, il ne comprend rien. Donc comment se fait-il qu'on dise qu'on est des arabes? Donc voilà, et cette façon d'appeler les autres, on dirait le nègre de maison, celui qui veut ressembler au maître, donc qui va s'inscrire dans la Ligue arabe pour dire qu'il est arabe et qui va traiter les autres nègres des champs de Gadla, de Ouatchétché. Hein, vous allez voir les étudiants qui sont au Maroc qui traitent les autres noirs de Ouatchétché. Hein, et ils aiment bien dire on est des noirs mais pas des noirs comme eux. Hein, ils sont bien acceptés par les Marocains. Donc et je pense que ça a été vu par Kaoumé, je pense, qui sous prétexte que les Comoriens ont voté ont voté pour la communauté française, a décidé de leur expulsion, alors que ce qui se cachait derrière, c'est que les Comoriens étaient proches des Arabes qui étaient au pouvoir à Zanzibar, et qu'ils avaient une rancune contre les Comoriens qui se distinguaient des Noirs tanzaniens, pour montrer leur différence vis-à-vis de ces Noirs-là. Donc, je souligne un peu cette schizophrénie identitaire des Comoriens vis-à-vis de ces questions de l'arabité. Et puis, j'arrive à Bercy avec mon expérience à Bercy, avec le ministre, à l'époque le ministre de l'Emploi, Laurent Wauquiez, où j'en profite pour parler un peu de la problématique de l'intégration ici, c'est-à-dire que nous avons des parents ici, en fait nous avons des parents qui font des enfants ici. Ça commence à changer, mais qui ne cessent de leur répéter qu'ils ne sont pas français. Et donc moi je m'interroge, comment veulent-ils que des enfants nés ici, qui sont pour moi d'abord français, parce qu'on n'est pas comorien ou français par la couleur de la peau, on est comorien ou français par la façon de penser et aussi la culture. Donc je pense que la culture de ceux qui sont nés ici, à quelques exceptions près, ils ont une culture française, ils pensent français parce que, comme je dis, le logos précède la pensée, c'est-à-dire, c'est pas la pensée qui précède le logos. C'est-à-dire, quand vous parlez français, vous pensez français. Souvent, moi j'ai tendance à dire, souvent je pense comorien, parce que j'ai tendance à parler comorien, et donc ma pensée est plutôt comorienne. Je me suis interrogé longtemps avant de prendre cette nationalité, mais je me suis dit, je peux être français, et critiquer la France, voilà, et critiquer la politique française. Et j'essaie par la laïcité, la loi de 1905 en France, d'expliquer que il y a deux définitions qui sont connues en Europe. Là, je parle de l'intégration, hein, et des débats qu'il y a aujourd'hui sur l'islam, de dire qu'il y a deux définitions de la nation en Europe, en tout cas les plus connues, la définition allemande et la définition française d'Ernest Renan, qui ne définit pas des critères, c'est-à-dire de langue ou de race, mais plutôt d'une volonté de s'intégrer dans la nation française, alors que la définition allemande, c'est plutôt des critères objectifs. Et donc, vous pouvez devenir français sans vous assimiler, c'est-à-dire épouser
une Bretonne, vous appelez Christophe, mangez français, vous pouvez être français sans pour autant vous appeler Christophe, François et manger tous les jours français. Voilà. Donc j'essaie de critiquer à travers cela cette histoire d'assimilation de Zemmour, hein, pour ceux qui aiment bien m'appeler, parce qu'il y en a, j'ai un sobriquet nul qui me dit que je suis le Zemmour comorien, alors que voilà, je ne suis pas d'accord sur ce point de vue-là, avec Zemmour, par exemple. Donc on peut être français sans s'assimiler. Voilà. Donc c'est des questions que j'aborde sur le chapitre Bercy et le chapitre de la laïcité, sur mon père chiite, hein, parce qu'il y a un chapitre que j'appelle un papa chiite, laïcité, sur la question de la religion aux Comores. À travers l'expérience qu'on a connue, on nous a quand même détruit une maison parce que nous étions chiites, alors que dans la constitution comorienne, il n'y a aucun article qui dit que tout Comorien doit être chiite. Il est marqué nulle part. Sunnite, excusez-moi. Il y a une loi qui est passée. Oui, mais la loi dit que c'est une religion d'État, l'islam. Donc il ne dit pas l'islam chiite ou sunnite. Et même si il le souligne, je serai le premier à dire que je ne suis pas d'accord. Parce que, et là je fais une comparaison, on dit ici, on veut qu'on nous laisse libre de pratiquer notre religion, mais on ne veut pas pratiquer la réciprocité chez nous. Hein? C'est comme si, quand vous êtes comorien, vous êtes obligé d'être musulman, ensuite sunnite. Donc, je pense, non seulement ce n'est pas marqué dans la constitution comorienne, il est indiqué que l'islam c'est une religion d'État. Pour moi, religion d'État, ça ne veut pas dire que tous les Comoriens doivent être musulmans. Ça veut dire que peut-être dans l'administration, dans les lois qui sont faites, il y a une inspiration dans l'islam. Ça ne veut pas dire que c'est la charia, une inspiration. Parce qu'il y a aussi une culture islamique. Hein. Il n'y a pas que l'islam comme religion, mais il y a une culture islamique. Et comme la majorité fait la loi, c'est normal qu'on s'inspire de l'islam. Mais nulle part, c'est marqué qu'il faut être musulman quand on est comorien. N'en parlons plus qu'il faille être sunnite. Voilà, donc je pose la question de la religion dans mon pays. Il y a des questions qui se posent, à savoir, oui, mais il y a les guerres de religion qu'on voit partout dans le monde. Oui, c'est des questions légitimes. Mais ça, c'est à l'État de faire attention à ce que des gens qui sont reliés à l'Iran ne viennent pas foutre le bordel chez nous, comme d'autres qui sont reliés à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Mais ce n'est pas aux Comoriens lambda chiites qui pratiquent sa religion de payer pour des questions politiques. Voilà, donc c'est sur cela. Et puis j'arrive à la fin, au chapitre Rentre ou la ferme. Hein, la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu écrire dans... Oui, c'est le dernier point. C'est juste pour... Qui est venu écrire dans ma page en me disant « J'espère que tu vis aux Comores pour avoir osé écrire ce livre et mettre Rentre ou la ferme. » Il n'a pas compris que c'était ironique. Voilà, donc c'est ironique, c'est une façon de critiquer un peu ceux qui sont aux Comores. Souvent, c'est ceux qui ont un boulot, qui sont dans des bureaux, qui ont Internet à gogo, et qui nous disent qu'ils ont fait un sacrifice d'être rentrés au pays. Donc je ne sais pas quel sacrifice. Ils ont des bureaux, parce que moi, mon cousin qui est au village, il n'a pas Internet. Pour venir m'écrire sur Internet, Rentre ou la ferme. Lui, il a un boulot. Hein, souvent, c'est des petits larbins qui passent leur temps à venir nous vendre des bilans de quelques gourous qu'on voit aujourd'hui, hein, et qui nous disent « Rentre ou la ferme, on a fait les sacrifices de rentrer, construire le pays. » Tu construis quoi? Au contraire, tu es en train de nous enfoncer en voulant nous vendre des gourous, des gens qui nous ont enfoncés jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours les mêmes hein, qui nous disent « Rentre ou la ferme. » Ils partent en voyage, leur truc c'est d'aller... Je pense même pas qu'ils vont dans les conférences en question. L'idée c'est d'aller mettre le badge, se mettre devant le truc Comore, prendre la photo, mettre sur Facebook. Oui, je suis au Maroc dans une conférence. Bon, jamais de rapport, rien du tout. Mais l'idée c'est de venir nous dire Rentre ou la ferme, alors que la communauté comorienne en France est celle qui participe, ne serait-ce que financièrement. Donc
au lieu de travailler ensemble, ils passent leur temps à nous dire rentre ou la ferme. Donc c'était une façon ironique de dénoncer cela. Le titre, parce que mon ami m'a dit, mais le titre est peut-être mal choisi. Donc je lui dis, alors rentre ou la ferme, traverser le livre, il y a ce rentre ou la ferme là, mais il y a aussi le rentre ou la ferme, rentre dans la tradition où tu es marginalisé, donc tu rentres dans la tradition ou la ferme, c'est-à-dire tu es marginalisé. Il y a aussi un rentre ou la ferme, c'est-à-dire rentre, assimile-toi à la France, oublie les 20 ans que tu as passé aux Comores pour être français. Sinon, tu n'es pas français. Donc, c'est dans ce côté-là, rentre ou la ferme. Donc, c'est ces trois interprétations qu'il faut donner au livre à travers le long. C'est pour cette raison que j'ai choisi le rentre ou la ferme. Voilà. Je m'arrête là. Maintenant, on peut... Un des derniers points qu'il n'a pas abordé, mais qu'il va sûrement peut-être aborder dans les questions-réponses, c'est l'histoire du grand mariage qui innerve, qui traverse tout le livre, parce qu'en fait, à travers son expérience avec Florence, à travers son expérience de demande en mariage de sa femme actuelle, à travers la demande en mariage de ta sœur, on sent que le mariage, et puis le grand mariage en tant qu'institution globalisante, est un point que tu interroges et tu fais des propositions qui sont assez intéressantes dans le sens où tu voudrais folkloriser le grand mariage dans le sens... C'est le terme que je cherchais tout à l'heure, tu ne me l'as pas sorti. Ah ben voilà. Hein, il faut s'identifier au village folkloriquement. Quand ça devient politique, c'est là où c'est dangereux. Voilà. C'est un thème qui peut développer. Voilà. Et on va passer aux questions et qu'il y a un dialogue ou tout ça. Monsieur Ibrahim Barwan, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, je voudrais tout simplement remercier Abdul d'aller jusqu'au bout de sa pensée, remercier aussi à l'éditeur Mahmoud qui l'a publié. Et Fikri, tu as le sens de la repartie dans l'expo. C'est vrai que le livre de Abdelalim est intéressant dans la mesure où il a un autre style. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit une forme romancière, c'est autobiographique, alors qu'on a l'habitude souvent, hein, c'est quelqu'un qui cogne, voilà, beaucoup plus. Mais est-ce que sa façon d'écrire pour relater toutes les étapes depuis les Comores jusqu'alors, si vous voulez approfondir, ça n'aurait dû pas gêner sa façon d'écrire? Ça, c'est en ce qui concerne un petit peu la forme. Maintenant, sur le fond, Abdul, je l'ai connu à Saint-Denis, hein, quand il était mince, quand il était ado. Voilà. Et je l'avais associé parce que nous avons un point commun avec lui. Il est anticonformiste jusqu'à la moelle épinière. Hein. Donc, aux conférences de l'Arc-en-Ciel, il présentait un moment... Je cite dans le livre. Il présentait avec moi un petit peu ces conférences qui invitaient tout le monde. Hein. C'était un vrai bangoué. Hein. Voilà. Donc, il m'a beaucoup aidé à mettre ces conférences en place. C'est un garçon qui est révolté, qui a le sens de la rébellion au sens noble du terme. Il a une phrase, mais c'est dommage qu'il ne l'avait pas évoquée dans son expo, que voilà, c'est à ce qui concerne, et d'ailleurs c'est le titre de son livre, la tradition. Parce que là où je trouve qu'il est intéressant sur ce qu'il a écrit, c'est quand il dit on ne peut pas définir une société, tout sur la tradition. Et c'est là où je partage entièrement son point de vue, parce que, et surtout quelle tradition? C'est la tradition, c'est-à-dire le Inde, qui est un aspect de la tradition, ce n'est pas toute la tradition. On a tendance tout le temps à faire une confusion, parce qu'une tradition est formée par plusieurs éléments, par plusieurs facteurs, ce n'est pas seulement un seul aspect. Abdul, là-dessus, on est vraiment en convergence. Et puis, il y a aussi un point sur lequel il a exposé là-dessus. Je voudrais tout juste dire un mot concernant les Comoriens de Zanzibar.
en disant que c'est vrai que nous, les Comoriens de l'étranger, on a tendance, c'est vrai, à s'associer, à être tout près du pouvoir. Et une fois que le pouvoir est déchu, nous sommes aussi déchus. Donc, l'expérience de Zanzibar, de Majenga en décembre 1976, et il y a d'autres exemples. Là, il n'avait pas tort, c'est vrai que ces Comoriens de Zanzibar ont connu ce sort. Et un tout dernier élément qui est très intéressant, c'est sur le villagisme. En parlant du villagisme, Abdoul, on a l'impression qu'il revisite le Moroni Blues de Chef El Badawi. À sa façon, c'est ça ce qui est très intéressant. C'est vrai que dans Moroni, et lui il était dans le quartier Catex, hein, Abdoul, c'est ce qu'on appelle le Moroni périphérique. Donc les idées sont périphériques hein, là-bas. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des choses qui sont absurdes dans cette ville. Hein. Il y a des gens qui défendent des temples qui sont ruinés. Hein. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut démoroniser Moroni. Hein, pour que Moroni devienne la capitale de tout le monde. C'est un patrimoine de tous les Comoriens. Et cette maladie, c'est pas seulement Moroni, c'est là où j'étais en désaccord avec Chef El Badawi. C'est pas du Moroni Blues, c'est du Comoro Blues. Le Comoro Blues, tu trouves que les gens de Fumbouni ne veulent pas voir les gens de Malais ou le zaraouisme, c'est un mépris hein, qui est développé. Et ce qui est excellent dans le zaraouisme, ce sont ceux qui ont accédé au savoir qui le développent. Oui, tout à fait. Oui. C'est un entre-soi. Oui, c'est-à-dire que les Wasta arabes qui sont devenus des Wasta Wajinga aujourd'hui, hein, on le voit, hein, des cadres en bois sculptés. Hein. Donc, ce zaraouisme est entretenu par ceux qui devaient le combattre. Et c'est ça ce que je trouve un petit peu dommage. Peut-être Abdoul aura l'occasion d'écrire un autre bouquin et axer là-dessus, hein, parce que c'est là-dessus qu'il faut axer. Abdoul, il est anticonformiste. Hein, voilà. Merci. Excuse-moi, est-ce que tu as une question? Non, c'est juste... voilà. D'accord, c'était un commentaire. C'est enrichissant. Voilà, très bien. Je suis désolé mon grand frère, parce que... Hein, non, mais voilà, c'est bon. s'il vous plaît, Fanny. Moi j'ai une question, quand tu dis les enfants qui sont nés en France doivent être français, et la culture comorienne, où est-ce que tu la mets à ce moment-là? Moi je suis née en France, j'ai mes enfants qui sont nés en France, je n'ai pas 20 ans ni 30 ans, donc j'ai un certain âge. J'ai été élevée dans la culture française, mais aussi avec cette culture comorienne. Donc si nos enfants qui sont nés ici, on doit leur mettre dans la tête que vous êtes français, oui vous êtes français dans leur participation civile, dans leur travail, mais ils ne doivent pas aussi oublier notre culture et notre civilisation. Donc je ne comprends pas trop ta façon de... Alors, on va permettre à Abdoul de répondre un peu aux commentaires et puis à la question d'une dame d'un certain âge. Alors le commentaire, c'est la phrase, c'est qu'on ne peut pas ériger la tradition comme seul et unique projet de société. C'est que moi je me suis rendu compte sans le savoir qu'en écrivant le livre jusqu'à la fin, je pense que c'est une phrase qui est dans le livre. À la fin, je dis, vous allez certainement vous rendre compte que, comme moi-même, qu'il y a chaque fois mariage. Le thème mariage revient. Moi c'était pas volontaire, ça venait tout seul. À chaque fois, il y avait mariage à chaque chapitre. Et donc, à la fin, je me suis rendu compte, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que, en parlant de ma vie, il y a un mariage tout le temps? Et c'est là où la phrase est revenue. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste que je suis comorien, en fait. C'est juste que le mariage constitue le projet de société, en fait, finalement. Quand vous regardez bien, tout tourne autour de cela. Et c'était pas prédéfini au départ. Hein. C'est arrivé tout seul. Je me suis rendu compte que... Et c'est là la phrase, quand je l'ai écrite, je me suis dit, tiens, finalement, c'est pas possible. J'ai dit, bon, je vais mettre ça en sous-titre. Parce que moi-même, je me suis étonné. Et donc, ce que je disais, pour revenir à la question du grand mariage,
pour moi, c'est une question, et là, c'est un point de vue que je soulève, c'est une question de reconnaissance, de shéo. Donc, comme a dit Sultan Chizour, c'est le pouvoir de l'honneur. Le pouvoir de l'honneur. Le Comorien est très attaché à la notion de shéo. Après, shéo, il met ce qu'il veut, hein, parce que le shéo ailleurs, c'est pas le shéo du Comorien. Hein. Donc, on ne peut pas le définir exactement ce que c'est. Mais il est attaché au terme, à cette notion de shéo, à cette notion de reconnaissance. Et le Bangoni, c'est le seul lieu, en tout cas jusqu'à récemment, parce que là, nous sommes en train d'ouvrir d'autres bangos de reconnaissance. Je pense que ça va changer comme ça. C'est quelque part, vous me reconnaissez, j'ai une petite reconnaissance à travers vous, votre présence ici. Donc j'ai l'impression que je suis un peu reconnu. Donc je ne veux pas m'attacher à être reconnu dans un combi avec mon truc, parce qu'il y a une autre bangue de reconnaissance. Vous voyez? Mais jusqu'à récemment, je ne sais pas, je situerai ça, mais jusqu'à aujourd'hui, la reconnaissance se trouve dans les bangoni, le Mharouma, surtout par exemple ici, je dis dans les petits grands mariages, dans les mini grands mariages qu'on fait ici, les gens... Le mini-grand mariage de la mini-grande Comore. Voilà, les mini-grands mariages de la mini-grande Comore. Reconstitués en Île-de-France. Reconstitués en Île-de-France. Et à Marseille. Et qui... Voilà. Donc c'est comme ça que qui sont reconstitués ici à travers les combis. Pour moi, c'est des gens qui ont du mal à être reconnus. J'ai l'impression, ce qui est vrai, on travaille tous... on n'est pas tous reconnus professionnellement, on a l'impression qu'on travaille dans des métiers subalternes, surtout nos parents ici. Donc le seul lieu où ils ont l'impression qu'ils sont reconnus, c'est quand ils arrivent dans ces lieux et qu'on les prend, on leur dit bon, c'est une Sokensivan. Donc il a l'impression qu'il est important. Voilà. Et au village, il y a ça, et surtout, le grand match a fait que c'est eux qui prennent les décisions du village, donc c'est une reconnaissance. Et donc la disparition, en tout cas, ce qui va rendre le mariage, le grand mariage là où il devrait être, c'est-à-dire une cérémonie de célébration des mariages d'une manière traditionnelle. Parce que l'idée n'est pas de faire disparaître le grand mariage. Pour moi, le grand mariage, c'est une façon de célébrer son mariage traditionnellement. Pourquoi nous, on n'aurait pas une façon de célébrer notre mariage traditionnellement? Ça serait absurde de dire non, on ne veut plus avoir de façon de célébrer notre mariage. Tous les peuples ont leur façon de célébrer leur mariage. Hein, moi j'aime bien danser du Torab, hein. Moi je suis un fan du Torab. Vous ne savez pas, mais j'adore le Torab. J'aime bien danser avec la canne. Mais je suis sûr que quelqu'un va venir dire hey, autrement dit, même la culture musicale de danse est phagocytée par le grand mariage. On ne peut pas danser du tari, hein? On ne peut pas faire du Torab. Alors que non, c'est autre chose. Voilà, donc, ils sont français, ils ne doivent pas l'être, ils sont français. Après, c'est toujours bien de connaître d'où l'on vient, de connaître la culture de ses parents et tout cela. Mais d'abord accepter qu'on est français, sinon on vit dans la schizophrénie identitaire. Moi, je suis franco-comorien, j'ai appris la culture française, la grande culture universitaire, hein, parce que j'explique aussi que peut-être si je n'évolue pas professionnellement, c'est qu'il me manque des codes français. Que ça, tu ne les apprends pas à l'école. Tu les apprends en côtoyant des Français, et c'est ce qui fait que les gens de banlieue, les jeunes de banlieue ont du mal à s'insérer professionnellement, selon moi, parce qu'on les a parqués, c'est la faute aussi à l'État, qui fait qu'ils n'ont pas côtoyé les Français que j'appelle sous-chiens. On me dit sous-chien, ça veut dire quoi? C'est de culture helléno-chrétienne, pas judéo-chrétienne, c'est une arnaque. C'est un pays helléno-chrétien. Sous-chien en un mot, quoi. Voilà, sous-chien en un mot, pas sous les chiens. Ça, c'est l'autre là de... Les indigènes de la République qui jouent avec ce mot-là, qui fait sous-chien, qui les insulte. Non, sous-chien, c'est-à-dire qu'on me dit ah mais ici il n'y a pas de sous-chien. Non, pour moi j'entends par sous-chien des Français sur plusieurs générations. Ça ne veut pas dire que l'autre qui n'a pas plusieurs générations est moins français que l'autre. Moi, le dire historiquement, je le dis historiquement. Charlemagne n'était pas nègre, Charlemagne était blanc, de culture chrétienne. D'accord? Donc, historiquement, pour moi, si le discours reste dans l'histoire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand c'est un politique qui le dit. Parce que tu as l'impression qu'il y a un arrière-goût de pisse qui dit que vous êtes moins français
que les autres. Mais quand ça reste dans l'histoire, quand ça reste dans l'histoire, c'est une réalité. Il y a des Français de plusieurs générations qui ne sont pas comme moi, qui viennent de devenir Français il n'y a même pas 4 ans. C'est une réalité. Voilà. Donc, pour revenir au code, je dis qu'ils ont du mal à s'intégrer parce qu'il y a des codes qu'ils n'ont pas appris. Moi, j'ai appris la culture, mais la littérature, dans le sens culture, littérature, tout ça, à l'école, mais il y a des choses que il y a des codes, une culture musicale, des trucs comme ça que je ne sais pas. Moi j'ai du mal à les manger avec mes collègues. Parce qu'ils ont un humour, et ça fait partie des codes français. Un humour qui me plaît pas, c'est de la merde. C'est quand je vais au resto, je m'ennuie. C'est une culture qui me... Voilà. Et ça participe à l'évolution quand vous êtes dans une entreprise qui fait que le chef t'augmente ou je sais pas quoi parce que vous avez ça, inconsciemment. Voilà. So exclusive. I don't have to wait in a line. It's like the club is mine now. If it was only that simple, then what I say is easy to do. And we know that's not true. Oh, Se tromper sur l'intention du livre que de croire que Mladjao, en ligne, Mladjao, à chaque problème identifié, propose une solution. C'est un livre qui est un commentaire, qui est un témoignage, je répète, hein, sur ton parcours. De temps en temps, tu donnes ton avis, tu donnes une solution, ce qui serait bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que et c'est là que je te dis qu'il y a une forme qui peut desservir le fond. On pourrait croire que c'est un programme, que tu as identifié tous les problèmes que rencontre notre communauté et qu'à chaque problème tu proposes une solution. Il ne faudrait peut-être pas se méprendre sur l'intention du livre et son caractère le plus profond. Et donc on donne la parole. S'il vous plaît, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire là, effectivement. C'est justement ce qui dessert le livre. Il raconte une jolie histoire, son histoire est jolie, l'histoire de ses parents, sa sœur, sa petite sœur, très émouvant. Et puis, il raconte finalement, il décrit la société comorienne. Et malheureusement, il donne souvent son avis. Il donne beaucoup de solutions. C'est ce que, et c'est justement ça. Et je trouve personnellement que ça a desservi pour moi, je dirais, la beauté du livre finalement. Parce qu'il écrit bien, ça c'est très très bien. Et au final, à chaque fois qu'on arrivait sur une jolie histoire, il faut qu'il donne son avis. Alors, ça m'a fait sourire au début en introduction quand vous expliquiez les délires égocentriques qu'il pouvait avoir, parce qu'effectivement, quand on connaît, on s'attend à ce qu'il n'y ait que ça dans le bouquin. Alors on est surpris quand on commence à le lire et on se dit c'est super, il raconte des choses il décrit finalement sa vie, donc c'est super. Et puis finalement, il revient, entre guillemets, dans ses délires égocentriques. Ce qui n'est pas des égocentriques parce qu'il dit des choses très vraies. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ça desservait un petit peu son récit. Alors moi je te remercie pour la franchise. Attends, je suis admis. J'ai le droit de dire des choses aussi. Je te remercie pour la franchise parce qu'on essaye un peu, là et puis avec d'autres justement, qu'on essaye, qu'on arrête un peu la brosse à reluire à chaque fois, parce que ça commence à fatiguer tout le monde et ça ne nous fait pas grandir. Donc merci, et après tu répondras. Une deuxième question s'il vous plaît. Moi, j'ai lu ton livre et j'ai eu l'occasion de te dire qu'il est captivant et il est intéressant. Il est intéressant dans le sens où on se retrouve, quand on lit ton livre, on retrouve le parcours de chacun de nous. À travers quand on est sorti de nos villages, on arrive à Moroni, faire les études jusqu'à arriver en France. Très captivant parce que ça donne envie de lire, il n'est pas gros, il n'y a pas trop de pages. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on parcourt le livre, on va jusqu'à la fin, ça dessert un peu parce que je trouve que, et ça c'est du Abdul sincèrement, il n'y a pas de nuance. Dans tout ce que tu dis, tu prends des positions, tu dis ce que tu en penses, mais tu ne fais pas de nuance. C'est ce qui manque un peu à l'intellectuel que tu es. C'est que tu contredis pas un peu ta réflexion, tu ne donnes pas d'autres avis. Je prends par exemple, quand on te dit là, on a l'impression que tout est noir. Par exemple sur le villagisme.
Tu as parlé d'un épisode le jour où ta mère a été malade, que vous l'avez transportée à l'hôpital, vous l'avez transportée à Mitsamuli parce que c'était l'hôpital qui était tout près. Des fois, je me dis, heureusement que le villagisme existe, parce que l'hôpital de Mitsamuli, aujourd'hui, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une communauté de Mitsamuli qui a pris en charge la réfection des bâtiments, qui a mis du matériel, etc., etc. Des fois, je me dis, heureusement que le villagisme existe. Je prends un autre exemple. Face à la pression démographique avec les enfants, hein, maintenant, les villages, il y a beaucoup de natalité. L'État ne construit pas d'école du tout. Heureusement que le villagisme existe parce que les gens, les communautés construisent des classes d'école pour l'éducation de ces enfants-là. Ça, en fait, on ne trouve pas cette nuance-là dans ton livre. Il y a aussi sur l'engagement politique. Sur l'engagement politique, par exemple, tu dis que les gens ils s'engagent avec les gens du village, avec les leaders du village. Anthony Downs, dans son livre « Une théorie économique de la démocratie » de 1957, il expliquait un peu le choix, il a introduit justement la notion du choix rationnel de l'électeur. Il parlait des partis politiques. Il parlait aussi de l'action publique. Est-ce que pour toi, donc moi l'impression que j'ai, tout ce que tu dis là, ce ne sont pas des causes de sous-développement, mais peut-être la conséquence de l'absence de l'État. De l'État dans le sens d'un État organisateur, dans le sens d'un État incitateur, dans le sens d'un État qui aide par les décisions aux initiatives constructives du citoyen. Est-ce qu'il ne serait pas... Est-ce qu'il n'est pas temps, en fait, en tant qu'intellectuel Abdoul, de nuancer un peu tes propos, justement, sur les aspects de la société comorienne, pour que la société puisse en tirer profit de tout ça? Deux très bonnes questions. Il pique un peu notre invité, donc maintenant il va se relaxer et il va répondre. Et pourtant j'ai fait l'effort de nuancer, hein, franchement. J'ai vraiment fait l'effort. Hein. On ne le voit pas, on ne le voit pas sincèrement. Mais j'ai fait l'effort. Me connaissant, j'ai fait l'effort, franchement. Mais j'entends ta critique, Kadhafi. J'entends ta critique, mais je te recrée que oui, il y a les hôpitaux. Les hôpitaux. Peut-être que s'il n'y avait pas le villagisme, pour moi, c'est pas le villagisme, pour moi, c'est la solidarité, ce que j'appelais, par exemple, dans le syndrome western qu'on a ici, tu vois. Mais c'est vrai, il y a aussi du villagisme parce que c'est le village qui se mettent et qui construisent. Mais oui, comme j'ai dit au départ, il y a la démission de l'État qui fait qu'il y a ça, mais c'est la poule et l'œuf. Mais c'est peut-être que aussi parce que, et ça soulève la question du fatalisme, comment rien. Et c'est peut-être parce qu'on est dans la débrouillardise. À chaque fois, l'État ne fait pas ça, on va le faire. Donc du coup, au lieu d'aller réclamer nos droits, on se substitue à l'État. Ouais. Et comment... alors, on peut dire, oui. Alors, oui, là, c'est vrai, tu as raison quand tu dis manque de nuance. Parce que peut-être l'école, on ne peut pas attendre de dire, il faut qu'on aille réclamer que l'école soit construite par l'État. Et nos enfants, ils deviennent quoi? Il faut peut-être trouver la solution en attendant que l'État se décide. Sur des questions comme ça, je suis d'accord. Une bibliothèque et tout. Mais les routes, l'électricité, d'autant plus que j'ai des projets qui ne sont pas viables. C'est-à-dire, nous, dans mon village, à Ouzio, ils ont cotisé, ils ont construit des routes, ils ont construit un hôpital, ils ont construit des écoles. Aujourd'hui, c'est pas rien. C'est des projets non viables. Parce qu'il faut ensuite aller payer l'instituteur. Ok? Donc, est-ce qu'à chaque fois, on va se cotiser pour aller payer l'instituteur? Il faut payer le médecin. Maintenant, les routes sont cassées. Alors, on va se remettre ensemble pour encore cotiser, pour aller encore remettre les routes. À moins qu'on se décide, à un moment donné, et dire, ok, ça rentre. On va maintenant privatiser la route nationale. On construit nous-mêmes, mais on va privatiser, c'est-à-dire on va faire du payage, pour qu'à la fin, on ne soit pas obligé à chaque fois de venir cotiser à construire les routes. Donc, ça sera un payage. Ceux qui vont passer. Donc, c'est-à-dire des projets qui doivent être viables par eux-mêmes. Mais à chaque fois, cotiser pour faire un truc qui ne dure pas, pour moi, c'est là où j'ai un problème avec ce villagisme-là. Voilà.
Il y a une question qui est très intéressante et très importante sur le format et la forme du livre, à savoir ce balancement permanent, selon lui, mais pour moi il n'était pas permanent, ce balancement permanent entre tu racontes quelque chose, des faits, et puis après tu en tires des conclusions, une obligation de tirer des conclusions et surtout de sortir des solutions, qui fatigue parfois les lecteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu t'expliques? Mais, mon cher, là tu te contredis. Hein. Ah non, j'ai dit, pour moi ce n'est pas systématique, mais un des lecteurs a senti que c'était un peu systématique. Bon, je taquine. Explique-toi, ouais. Explique-toi. Ah oui, mais c'est comme le fait que par exemple tu parles du grand mariage et des flux financiers et du fait que en fait, ces flux financiers-là ne bénéficient pas à l'économie. Réelle. À l'économie réelle. C'est pas d'un long terme. Et tu proposes de taxer 5% de ces flux-là pour financer certaines choses. Mais ce que tu oublies, c'est que derrière, quand tu taxes quelque chose, il faut qu'il y ait une organisation. C'est-à-dire que l'État qui est collecteur justement de ces taxes-là, il doit être en mesure de repartir, en tout cas d'utiliser ce financement-là pour autre chose. Est-ce que, voilà, d'où ma question, est-ce que les problèmes qu'on rencontre, ce que tu décris là, c'est pas plutôt des conséquences au lieu des causes du sous-développement de notre pays? Toujours, là c'est une question, mais il y a l'autre question aussi. L'autre question, c'est quoi? L'autre question qui réside dans le caractère hybride de ça. Oui. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, on se demande si c'était une autobiographie ou un récit. Toi, tu dis que c'est un essai. Là, c'est vrai que ça a des aspects d'essai. Parce qu'il y a une prétention à expliquer le monde et à donner des solutions. Il y a un côté essai. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce n'est pas un essai tant que ça, parce qu'il est tellement ancré sur sa petite histoire que ça devient un témoignage. Alors, je vais vous dire. Donc c'est vrai qu'il y a un balancement entre ces deux formes. Et voilà. Alors, je vais vous dire, on est tous influencés par nos lectures. Hein. Voilà. Hein. Donc, je vais vous dire d'où ça vient ce livre. Qu'est-ce qui m'a influencé? C'est Obama. Hein? Obama, Dream of My Fathers, c'est-à-dire les rêves de mon père. Il a écrit un livre où c'était son histoire, et à travers son histoire, il analyse le problème de la race aux États-Unis. Donc, il raconte de son enfance jusqu'au Kenya, jusqu'à revenir, tout ça. C'est une autobiographie, mais qui analyse et qui donne des solutions aux problèmes de la race aux États-Unis. Donc, moi, je me suis inspiré, parce qu'on est tous inspirés, on ne va pas inventer la roue. Hein.